Aujourd'hui donc, retour sur cette étape qui est extrêmement importante lorsque vous pensez vous développer en réseau, c'est le recrutement des premiers candidats, le recrutement de vos premiers affiliés. Avec nous donc Nicolas Coutel de chez Mazars. Bonjour Pierre. Bonjour. Et Michel Kahn du cabinet Michel Kahn. Oui, le cabinet Michel Kahn Consultant est le cabinet spécialisé dans la création et la mise en marché de réseaux sous forme de franchise, partenariat ou toute autre forme de commerce organisé indépendant. Et nous accompagnons ces réseaux et leurs concepts vers la réussite à travers, évidemment, le déploiement, sujet d'aujourd'hui. Alors Nicolas Coutel, Mazars organise cette session, cet ensemble de séminaires, parce que Mazars, évidemment, est extrêmement déployé sur l'ensemble du territoire et est au plus proche du développement des réseaux. Complètement, nous sommes présents en France à travers 40 bureaux aujourd'hui et nous accompagnons en toute proximité les porteurs de projets dans leurs différentes stratégies de développement, y compris effectivement en réseau, notamment avec le partenariat avec Michel Kahn. On se positionne vraiment comme partenaire de la croissance réseau. Pour nous, c'est un marché stratégique et c'est un marché d'avenir. On verra, on a déjà eu l'occasion d'en parler. On aura l'occasion d'y revenir également. Et ça répond à des tendances lourdes, en fait, le développement en réseau, et il fallait vraiment qu'on puisse apporter des solutions complémentaires à ce qui existait sur le marché. Alors justement, Nicolas Coutel, rappelez-nous peut-être un peu les fondamentaux de ce que sont cet univers, de ce qu'est cet univers de la franchise. Ce qu'il faut avoir en tête avant de se lancer. Oui, déjà, alors pour resituer le propos par rapport à la problématique qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir le recrutement, vous voyez à l'écran 5 petits nuages, 5 messages clés que je vais simplement appuyer. Le passage du salariat à l'entrepreneuriat, évidemment, et l'aventure, je suis tenté de dire, ne fait que commencer. C'est une tendance très lourde. La franchise devient, alors l'entrepreneuriat, mais la franchise en particulier, deviennent des formats de reconversion de plus en plus incontournables, et il y a une vraie prise de conscience par rapport à ça. Le fait également que les candidats aient besoin, tout le monde n'a pas l'idée forcément de créer une structure, une entreprise à partir d'une feuille blanche avec un concept révolutionnaire. Beaucoup de gens ont simplement besoin d'une marque reconnue sur laquelle s'adosser et aussi, comme on dit dans le jargon, d'un filet de sécurité pour sécuriser finalement leur investissement, leur démarche. On le voit, le modèle de développement de franchise également est un modèle résilient. Il n'y a qu'à voir le nombre de réseaux quand même qui ont survécu à la crise, le nombre d'entreprises qui affiliées survivent beaucoup plus longtemps que des entreprises qui ne sont pas adossées à un réseau. Non, ça n'est pas par hasard. Nous sommes également en contexte d'hyperconcurrence où les enseignes sont obligées de se démarquer à tout prix. Tous les secteurs en franchise sont concurrents par définition, mécaniquement. Du coup, les réseaux sont obligés de rivaliser d'attractivité pour attirer les bons candidats. Et enfin, les candidats potentiels eux-mêmes sont des consommateurs d'informations extrêmement avertis. Beaucoup de sources d'informations sur Internet ou sur les salons sont disponibles. Et du coup, il faut avoir tous ces paramètres en tête pour bâtir une stratégie de recrutement qui soit pérenne. Comment et où peut-on trouver de bons candidats quand on est un réseau et qu'on a entendu ses premiers affiliés? Alors juste un petit mot en préalable, pour faire comprendre pourquoi au départ il faut trouver des bons candidats et que des bons candidats. Eh bien, en France, chaque année se crée une centaine de réseaux. Sur ces 100 réseaux, il va y en avoir 17 qui vont subsister en moins de 3 ans et en moins de 5 ans, il en restera 9. Donc, vous voyez que l'importance de bien recruter au départ est la cause souvent de l'échec, d'un faux départ dans les starting blocks de la tête de réseau. Alors évidemment, où les trouver, comment les trouver? Tout d'abord, il y a de nombreux moyens. Il faut mettre au point un bon message de recrutement, c'est-à-dire savoir définir qui on veut recruter, définir un bon profil, et ce ne sont pas les moyens qui manquent pour les trouver. Alors, quand vous dites définir un bon message, c'est quoi? C'est le même message que pour la presse, pour le grand public, ou il faut définir des messages spécifiques pour ces futurs affiliés? Bien sûr, il faut toujours se mettre à la place de la personne concernée, en prenant conscience qu'un candidat à l'entrée dans un réseau est un candidat qui va investir pour réussir dans une activité d'une part présente
et d'autre part rentable, mais de façon durable. Ce sont les nouveaux critères aujourd'hui. Dès le départ, il faut le rassurer là-dessus et répondre à ces questions qui sont des questions fondamentales. Aujourd'hui, il faut savoir aussi que le candidat, alors qu'il y a 20 ans consultait 2 dossiers, il y a 10 ans il en consultait 4, aujourd'hui il en consulte entre 8 et 10. Cela veut dire que la tête de réseau, telle une graine de réseau, va se trouver en double concurrence dans la compétitivité. D'une part, la concurrence de son propre secteur d'activité, il est dans le coaching, ce sont tous les réseaux qui vendent des concepts en coaching. Il va se trouver dans l'esthétique, ce sont les gens, les réseaux concurrents en esthétique, mais il n'y a pas que. Il y a tous les autres réseaux. Nous baignons dans un univers de 1800 réseaux. Donc, c'est peut-être le candidat qui se dit j'ai 50 000 € en poche, j'aime autant tel secteur d'activité, et j'en aime d'autres aussi. Je ne suis pas opposé à regarder en fonction de la rentabilité des secteurs tout à fait larges, et c'est cela qui est en train de se passer aujourd'hui. Est-ce que cela veut dire que aujourd'hui, ce marché, il est surtout d'abord sur Internet? Alors, il est en pleine mutation. Il faut le dire, on tâtonne encore dans des résultats et des remontées. La presse produisait à peu près 200, 300 réponses tous les mois. Aujourd'hui, on est beaucoup plus ciblé. Il y a même des supports de presse qui ont évidemment des sites, tous les supports de presse, mais des sites qui vont qualifier des candidatures en rendant un service à la tête de réseau imminent et aussi en prenant un ensemble de renseignements pour informer la tête de réseau d'un véritable profil. Donc l'Internet prend un nouveau visage et les supports de presse ne vendent plus d'espace comme avant, même sur l'Internet, ils vendent des candidatures qualifiées. Et c'est ça qui change, et c'est ça qui va changer encore beaucoup plus rapidement avec la CRM au service de la recherche de candidatures et de définition de profil des candidats. Est-ce qu'on peut trouver aussi des espaces publics, des relais, chambres professionnelles par exemple, qui peuvent aider à trouver ces candidats? Bien sûr, alors vous avez les chambres de commerce, les chambres de métiers, vous avez les foires, salons, expositions, vous avez des réunions spécialisées. À ces réunions d'information, ces salons d'exposition. Oui, l'idéal pour une graine de réseau qui n'est pas toujours très riche au départ, l'idéal est de participer à tout ce qui est gratuit ou peu coûteux. On ne peut pas comparer l'investissement d'un salon proposé par la Chambre de commerce qui s'appelle Créer sa boîte, avec un salon de la franchise qui est très onéreux. Nicolas Coutel, oui. Michel Kahn en a parlé. Un des phénomènes importants aujourd'hui, comme dans ce secteur comme dans l'ensemble de l'activité économique, bien sûr, c'est Internet, c'est la digitalisation des médias. Alors, qu'est-ce que ça change très concrètement dans l'évolution du recrutement, des méthodes de recrutement, du process? Je prendrais un parallèle, le sujet qu'on touche finalement derrière Internet, c'est en fait quelque part l'omnicanalité qu'on observe dans les comportements des usagers consommateurs dans les points de vente, le rapport entre Internet et points de vente, la complémentarité finalement dans les canaux. On voit bien que côté recrutement, c'est la même chose. Regardez ce qui s'est passé avec le recrutement en middle management. Alors, il y a des cabinets, il y en a toujours, et puis est apparu LinkedIn. Viadeo aussi a eu son moment de gloire. Aujourd'hui, sur LinkedIn, on fait de la cooptation organisée. Les gens, naturellement, ce qu'on appelle les Gen Y, les générations Y, qui sont intuitivement communautaires, vont avoir le réflexe de passer par ces outils-là pour mobiliser leur réseau et trouver plus rapidement les personnes qui leur correspondent. Vont échanger de l'information de manière instantanée. Je suis convaincu que côté
sourcing de candidats, ces outils-là sont également tout à fait pertinents et révolutionnent aussi la manière dont sont recrutés ou peuvent être identifiés les candidats. Pour autant, moi je crois beaucoup à l'omnicanalité, donc à la complémentarité finalement des formats entre tout ce qu'a évoqué effectivement Michel, les formats papier, la presse, événementiel avec les salons, relationnel ou institutionnel avec les chambres de métiers des CCI, tout ça est complémentaire. Et j'ajouterais même un autre canal, peut-être qu'on pourrait mentionner, c'est les membres du réseau eux-mêmes et leur clientèle. C'est-à-dire que qui en fait connaît mieux la rentabilité d'une enseigne, les valeurs du réseau ou le niveau de service fourni par le franchiseur que le franchisé lui-même. Donc lui-même peut sourcer, recruter quelqu'un dans son propre réseau. Les clients satisfaits peuvent devenir les premiers ambassadeurs de la marque et pourquoi pas, s'ils ont des critères financiers, s'engager dans cette enseigne, eux-mêmes investir. Ouais, donc on voit bien à la fois l'explosion de formats et en même temps la convergence vers l'efficacité. Le risque, si on ne choisissait qu'un seul canal, ça serait peut-être de s'appauvrir ou d'appauvrir l'éventail des possibles. Oui, uniquement du digital, ça serait peut-être ce serait rater des candidats qui sont peut-être des clients voilà. de l'enseigne. Après, ça dépend de la cible et de votre cahier des charges dans la définition du profil de futurs franchisés. Mais le tout Internet, pas nécessairement. Moi, je crois vraiment à la mixité des démarches. Après, l'Internet, oui, ça reste quand même aujourd'hui de plus en plus, que ce soit sous la forme de ce qu'évoquait Michel, les portails qui qualifient de la candidature, ou même simplement avoir un site idéalement dédié d'ailleurs, un site dédié à son recrutement, où on va communiquer sur un certain nombre d'informations sur le process, sur les services qui sont offerts par la tête de réseau, et les contreparties, avec un site qui va être, ça peut être même un simple WordPress, mais bien organisé avec un beau thème, bénéficiant d'un SEO, c'est-à-dire un référencement naturel Google bien pensé, voire des manières payantes. Tout ça peut, pour un coût relativement modique, vraiment être décisif dans une stratégie d'attraction. Donc la tête de réseau, celui qui désire se développer son enseigne en réseau, doit être attractif. Parce que finalement, il va avoir, s'il veut attirer les bons candidats, il faut qu'il soit attractif. C'est essentiel. Ils vont le regarder sur Internet, vont voir si son site répond à quelque chose, si son image est bien vendue, etc. Oui. Dans ce processus de recrutement, la tête de réseau doit délivrer un certain nombre d'informations et d'accompagnement aux futurs affiliés. Complètement, c'est même assis sur une obligation légale, la fameuse loi Doubin, dont Michel, ici présent, était l'un des grands artisans, de souligner. J'y reviendrai effectivement dans le cadre de ce qu'on appelle, mais que vous connaissez sans doute maintenant, le DIP. Alors, en fait, on peut distinguer plusieurs moments et peut-être plusieurs supports qui sont associés à ces moments, plusieurs supports d'information. Déjà, on vient d'en parler, le site web. Idéalement, et même pour un jeune réseau, avoir un site ou un corner de site, une portion de site entièrement dédiée au recrutement. C'est pas simplement une petite rubrique comme ça avec 3-4 informations, c'est vraiment un endroit sur lequel on va mettre en ligne l'ensemble du kit de communication, un certain nombre de PDF à télécharger, qui vont apporter des témoignages de franchisés, ça peut être également des vidéos de franchisés qui sont satisfaits de la relation avec la gamme de réseau, ça peut être des schémas qui expliquent le processus de recrutement, qui est la structure, qui sont des dirigeants de la tête de réseau, l'historique, le maillage actuel, les projets de développement également de l'enseigne. Dès le départ, en fait, le franchiseur a intérêt à être très au clair sur également la nature et le montant des investissements qui sont nécessaires pour intégrer l'enseigne. Ça, c'est vraiment donc donner très quand même important. des estimations financières pour que des personnes qui n'ont peut-être pas la surface financière ne s'engagent pas. Voilà. Alors, non seulement ça indiquer des montants sur lesquels on peut y revenir, il n'y a pas lieu de négocier puisque c'est assis sur des services bien spécifiques, on ne marchande pas, c'est pas des marchands de tapis, il y a une vraie contrepartie au service et surtout faire en sorte que les montants d'investissement poste par poste qui sont indiqués soient les mêmes sur tous les sites, toutes les plateformes, tous les portails sur lesquels l'enseigne communique. Il ne s'agit pas de dire sur Observatoire de la franchise que la RIF est à 35 000 et sur toute la franchise.com que la RIF en fait est à 50. Non. Il s'agit d'être très cohérent dans l'ensemble de sa communication. Donc encore une fois, une grande transparence sur la nature et le montant des investissements. Ça peut passer également par la remise d'une plaquette. Alors là, pour le coup, si elle est téléchargeable en PDF sur le site, elle va être remise en version print, par exemple sur un salon, sur un stand, bien évidemment. Il faudra d'ailleurs veiller à leur actualisation, c'est-à-dire que en général, on fait en sorte que la plaquette corporate qui présente le projet d'enseigne ait un minimum d'informations sur la partie en dur, faite chez l'imprimeur, un minimum d'informations chiffrées et que toutes les parties qui sont facilement obsolètes soient mises sur des tirets à part qu'on peut plus facilement imprimer chez un copytop ou soi-même sur son imprimante couleur. Ensuite, il va y avoir évidemment là le moment crucial des entretiens candidats. C'est-à-dire que
au-delà du questionnement qui est mené par le dirigeant ou le développeur de l'enseigne, on va vraiment creuser tous les éléments qu'on a précités. Il va y avoir une ou plusieurs visites au siège de l'enseigne. Ça peut être aussi une première rencontre des équipes de la tête de réseau, le stade d'animation qui fournit les métiers services, comme on dit. Ça peut être une visite aussi en site pilote, en unité pilote. Ça peut être également un mini-stage en magasin. Je ne suis pas dans la formation initiale, je suis vraiment dans la phase de découverte où on a 1 ou 2 journées pour découvrir le concept, se plonger dans le bain et voir si effectivement on se sentirait dans l'absolu de rejoindre l'enseigne. Et j'en viens à la dernière partie qui est la plus cruciale, donc la remise du fameux DIP, donc document d'information précontractuelle, Ça, c'est obligatoire. qui est obligatoire et que tout franchiseur aujourd'hui doit remettre à minima 20 jours avant la signature, la date prévisionnelle de signature du contrat d'affiliation de franchise. Donc là, on va en fait porter dans ce document tout un tas d'éléments qui sont définis par la loi et qui ont été ensuite détaillés par le code de déontologie de la franchise. Et c'est important parce qu'en fait, ça donne une base juridique au consentement. C'est opposable juridiquement en cas de contentieux. C'est très important. Ça en fait une condition de légalité du contrat. On va retrouver classiquement la présentation du franchiseur, de la structure tête de réseau, du nombre de succursales et d'unités en franchise, le turnover observé sur les 5 dernières années et peut-être aussi pourquoi il y a eu ce turnover. On va également observer les résultats du franchiseur, donc de la structure tête de réseau sur les 2 ou 3 derniers exercices. On va également enfin trouver un état général et local de marché. J'ai pas dit étude parce que là ça doit être fait de manière subsidiaire par le franchisé lui-même sur la base de son business plan, mais l'état local et général de marché bien sûr, et enfin trouver bien entendu le contrat d'affiliation lui-même en annexe avec les différents éléments explicatifs, le cabis, les justificatifs d'enregistrement de la marque, les comptes complets du franchiseur, etc., etc. Et tout ça sous le joug effectivement d'une clause de confidentialité. Ceci dit, Nicolas Coutel, Oui. ce n'est pas suffisant oui. pour séduire le bon candidat. Ça peut vous sembler beaucoup. Il faut aller un peu plus loin On peut-être. dirait un inventaire à la Prévert, mais effectivement, Pierre, vous avez raison, ça n'est pas suffisant. Pourquoi ça n'est pas suffisant? On pourrait se contenter des énonciations de la loi de Louvain, qui en fait sont des logiques de disclosure, comme pratiquent les Américains, les Chinois, etc. En fait, le problème, c'est que tous les secteurs, et je le disais en préambule, sont devenus ultra concurrentiels. Qui dit concurrence dit attractivité, besoin de se distinguer, de rassurer davantage par plus de transparence. Et dans ce cas-là, on peut verser au pot contractuel, faire rentrer dans le champ contractuel, effectivement, davantage d'informations. On va retrouver le point mort du réseau, très important. On va retrouver les comptes de résultats prévisionnels moyens du réseau, les résultats économiques du ou des pilotes, des succursales en l'occurrence. On va pouvoir même aller plus loin dans l'opérationnel et retrouver une copie du règlement intérieur du conseil consultatif. Pourquoi pas le code des usages aussi des franchisés. On va retrouver aussi un état de variation de la trésorerie. Bref, tout un tas de paramètres et d'éléments dont on pourrait penser qu'initialement ils n'ont rien à faire dans le champ contractuel, mais qui pourtant sont un élément de réassurance du candidat. Pour autant, et là j'insiste énormément sur ce point, tous ces éléments, à partir du moment où vous les faites rentrer dans le champ contractuel, deviennent juridiquement opposables, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'en justifier la teneur et vous devez assumer leur existence. En cas de contentieux. En cas de contentieux, et Dieu sait que malheureusement en matière de franchise, le contentieux survient invariablement au fur et à mesure du développement du réseau, donc soyez très vigilants sur ces aspects-là. Le candidat, on a compris que la tête de réseau doit fournir des informations, mais le candidat doit aussi en retour fournir un certain nombre d'informations. Alors lesquelles et pourquoi? Oui, alors le candidat n'a pas d'obligation légale. Que la tête de réseau a une obligation légale. Mais la tête de réseau, c'est ce que nous va souhaitions proposer des en complément de la loi, bien sûr. Donc le futur, je dirais, le futur franchisé, le futur partenaire, il doit déclarer, en tout cas, il appartient à la tête de réseau de vérifier certains éléments de son profil, parce que il ne s'agit pas d'avoir en face de soi un candidat qui déclare que le concept va lui plaire, qu'il déclare que la rentabilité lui convient bien et que par conséquent il est d'accord d'entrer dans le réseau que lui propose le franchiseur. Non, le franchiseur doit bien évidemment faire sa sélection et je dirais que si au départ chacun essaye de valider l'autre, le franchiseur, lui, ne peut pas commettre d'erreur, surtout au départ, car il y a un seuil critique à atteindre
avec des profils de grande qualité. C'est comme les 12 heures, les 12 mois, les 12 apôtres. Il faut avoir un premier seuil des 12 premiers franchisés qui vont constituer un socle de qualité. C'est vous dire l'extrême attention qu'il va falloir porter sur la qualification d'une candidature. Alors, quand on tombe la perle rare, c'est l'entretien personnalisé, c'est plus du feeling, ou alors c'est son cursus personnel, ce qu'il a fait avant? Alors, il y a des tests de recrutement et de sélection qui existent. Cabinet Michel Cal Consultant, ça s'appelle l'action sereine, la sélection, recrutement, la négociation, avec un ensemble de critères qui vont permettre de qualifier une candidature. Mais on va dire, au-delà de tout cela, c'est aussi un état d'esprit. Ce sont des critères que l'on a groupés en 4 grands groupes que sont la personnalité du candidat, l'expérience, son profil économique, mais aussi s'il dispose d'un emplacement, pas toujours, mais s'il dispose d'un emplacement, vous pensez bien que l'emplacement va déterminer aussi le go ou pas go avec la personne qui le propose, parce qu'elle a l'emplacement qu'elle a. Donc, au niveau de sa personnalité, c'est un peu un état d'esprit aussi. Ouvrir un commerce en réseau, s'intégrer dans un réseau, ce n'est pas monter une affaire individuelle où l'on est tout seul, où l'on fait ce que l'on veut, quand on veut, comme on veut et où on veut. Non, il y a des règles et cela nécessite une personnalité qui permet cette adaptation dans l'interdépendance où on fait partie d'un réseau où il y a des valeurs de respect, de confiance, de conquête, de partage, il faut s'inscrire et on règle tout cela. Donc une autre personnalité capable de s'intégrer. Oui, tout à fait, et souvent les grands échecs sont dus à des personnes qui disent « Ah ben c'est une belle enseigne ». Oui, c'est une belle enseigne, mais on ne peut pas faire ce qu'on en veut. Il y a des règles qu'il faut respecter. Ça, c'est un enjeu et il faut être rassuré là-dessus. Le deuxième point, c'est évidemment l'expérience. Le candidat qui arrive a toujours une expérience plus développée dans les affaires, dans le commerce, la qualité du contact humain, l'informatique, le digital. Chacun peut apporter quelque chose et chacun peut s'inscrire dans la forme de réseau qui ne sont pas toujours les mêmes. Et en fonction de la forme de réseau, tel point sur l'expérience est beaucoup plus important qu'un autre point. Prenez par exemple la coopérative, un homme, une voix, le tiers-temps, c'est un engagement total au service de la collectivité et de la communauté, des adhérents d'un réseau. Des systèmes comme la simple licence de marque, on a la marque et on respecte la manière dont on travaille en fonction des conditions contractuelles. Ensuite, il y a le profil économique. Le profil économique va déterminer si le candidat dispose des moyens pour réussir sa montée en puissance. Pas parce qu'il a l'apport personnel nécessaire qu'il va réussir. Et encore faut-il avoir des besoins en fonds de roulement, c'est pas Nicolas qui va me contredire, et je sais que Mazars est très attentif là-dessus. Pourquoi? Les banquiers sont le premier à le dire, c'est que lorsque un partenaire, un concessionnaire, un preneur de licence échoue, souvent c'est qu'à un moment donné, il n'a plus assez de carburant, il n'a plus assez de moyens financiers, et c'est une des grandes causes d'échec. Donc il faut être attentif là-dessus. Ensuite, évidemment, l'emplacement, eh bien, la qualité de l'emplacement doit déterminer si le concept peut être logé dans cet emplacement ou si la tête de réseau va dire, écoutez, je suis d'accord de travailler avec vous, mais pas dans votre emplacement. On va trouver un autre emplacement. Si le candidat dit, écoutez, moi j'ai cet emplacement, j'en ai pas d'autre, eh bien il faut les parler. Voilà. Comment peut-on éviter un casting musical? Alors, l'erreur de casting, souvent, la relation humaine qui se crée avec un candidat repose sur l'émotionnel et le feeling.
tout simplement. C'est bien beau. Faut-il à ce moment-là avoir recours à un œil extérieur, Voilà. à un consultant, un cabinet externe? Je crois que, et je suis convaincu, c'est un véritable métier. Il y a des règles d'identification de profils. On est dans le rationnel également, on est dans des couloirs. Il ne faut pas sortir de l'exigence qu'imposent ces couloirs de profil. Donc il faut, on peut et on doit se faire assister par un professionnel qui a de l'expérience pour définir les profils, pour opérer la première sélection, le recrutement dans les meilleures conditions et ensuite conseiller la tête de réseau sur le choix, parce que souvent il y a le choix de prendre un meilleur candidat qu'un autre, et encore faut-il savoir les hiérarchiser en préconisant le meilleur des choix de ces candidats. Nicolas Coutel, finalement, là il y a un paradoxe, parce que vous nous avez expliqué avec Michel Kahn que se développer par le biais du réseau, c'est une manière économique de se développer. On ne peut pas investir pour acheter chacun de ces magasins. On le fait en développant un réseau. Et puis là, on comprend que pour recruter, pour trouver le bon candidat, c'est long, ça coûte très cher. C'est un investissement, bien sûr. Et après, l'investissement, et si on focalise justement le propos sur l'opportunité de recourir à un consultant spécialisé, Michel par exemple, j'aimerais relativiser cette notion de coût justement par rapport au recours à un cabinet. On voit bien, un jeune réseau à tout intérêt n'a pas le recul en tant que franchiseur établi et qui a éprouvé ses process, etc., n'a pas le recul et la compétence pour recruter. Et souvent, d'ailleurs, ça va lui coûter très cher d'avoir un développeur en interne au stade justement des 12 premiers apôtres, si je puis dire, du réseau. Il a tout intérêt à externaliser ce process. De la même manière, d'ailleurs, il a tout intérêt à apprendre à déléguer un certain nombre de process et de fonctions dès le démarrage, puisqu'il ne peut pas être partout, et c'est le meilleur moyen de se tromper et d'aller à l'échec. Donc, si on part du principe qu'il est d'accord pour externaliser en courtage, on va dire, le process de recrutement de ces 10 ou 12 premiers franchisés, il y a des montages économiques aujourd'hui qui existent et qui permettent déjà, par exemple, de facturer les honoraires du consultant, une partie en retailer. On va dire une partie de 20, 30, 40% en fonction de la négociation entre le franchiseur et le consultant. Ça va être une espèce de coût d'entrée en fait, dans la relation entre les deux. Ensuite, le reste va être facturé en success fee. C'est-à-dire que si le candidat est véritablement intégré, ensuite l'enseigne s'engage sur la base de la portion de redevance initiale forfaitaire perçue à verser en fonction de ce success fee une partie. Et enfin, un dernier levier qui est peut-être moins facilement identifié par les têtes de réseau, c'est la marge sur produit, puisque beaucoup de réseaux qui fabriquent ou qui sont détaillants forcément prélèvent une marge sur les produits qui sont au mix du concept. Et auquel cas, on peut imaginer sur les 2 premières années, une partie de la marge soit versée de cette manière-là. Donc vous voyez, il y a tout un tas de métriques finalement, un étagement du coût qui permet de rendre le recours à un consultant spécialisé, performant, expérimenté, accessible même aux réseaux les plus jeunes. Donc surtout, ne mégotez pas sur ce poste-là, ne sous-estimez pas la pertinence de le faire. N'oubliez pas que ce sont les ambassadeurs du réseau que vous recrutez. C'est-à-dire que pour votre marque qui est naissante à ce stade-là de la relation, on va beaucoup observer la performance de ces personnes-là, la façon dont ils se comportent sur le marché, la façon dont ils sont perçus par la concurrence. Donc si vous mégotez, vous faites une erreur de casting sur les premiers, le socle en fait de votre réseau, vous risquez de vous en mordre les doigts. Donc vraiment, ce serait dommage de ne pas investir sur ces personnes. Michel Kahn, sur cette notion, premier affilié, premier ambassadeur du réseau. Surtout dans le prolongement de ce que dit Nicolas, c'est que le coût induit ne coûtera absolument rien à la tête de réseau, puisqu'elle est calculée et déportée sur les investissements du franchisé lui-même, du partenaire lui-même, lorsqu'il entre dans le réseau. Maintenant, je voudrais insister sur un point qui n'est pas des moindres, c'est que cet accompagnant du réseau est aussi un tiers de confiance. Il faut comprendre que le candidat ne se trouve pas placé dans les griffes d'un commercial qui cherche à tout prix à vendre le concept de l'enseigne. Il est dans un système où le consultant
a une double conscience et une double responsabilité. La première, d'abord, c'est celle de l'intérêt du candidat, de lui dire clairement, écoutez monsieur, le concept n'est pas fait pour vous, vous n'allez pas vous sentir à l'aise, vous n'êtes pas fait du tout pour ça. Et aller voir ailleurs, voilà. Ou le rassurer. Et voilà. Et la deuxième, et ça, les candidats le comprennent très bien. Une tête de réseau ne peut pas dire, écoutez, vous savez, moi, je suis pas le bon concept pour vous, allez voir ailleurs, c'est pas possible. Et au surplus, le consultant peut et doit, bien sûr, tenir compte du protocole de profil qui est conforme à l'enseigne pour que la tête de réseau ne soit pas trompée non plus avec des candidatures inefficaces, inadaptées et inappropriées à la définition du profil de réussite. Donc, ça, je crois que c'est une force immense que le candidat ressent, que le candidat se trouve confortablement installé dans un lien de confiance avec ce tiers. De confiance et j'aimerais réagir avant qu'on traite la question effectivement de Quentin. Ça n'est pas pour rien d'ailleurs que les bons consultants et bons courtiers en candidat, comme on les appelle, participent le plus souvent avec le franchiseur à la définition de la stratégie de recrutement, des messages de recrutement. On retrouve une cohérence tout du long. Voilà. C'est très important. Absolument. Cette question qui est posée donc par Constantin, et qui, je crois, quand même est une des questions que doivent se poser beaucoup de créateurs de réseaux. Quel délai? Vous nous avez parlé de ce processus qui est long, qui est compliqué, surtout lorsqu'on commence, on débute dans la création de son réseau. Il faut combien de temps pour recruter la perle rare? Écoutez, d'abord, quand on a fait son concept, quand les outils sont là, quand on est prêt à se mettre dans les starting blocks du recrutement, il ne faut pas vouloir recruter ces fameux 12 premiers la première année, ça n'a aucun sens. Il faut d'abord en recruter 4-5 et là marquer une pause, effectuer quelques réglages nécessaires pour accélérer la cadence de recrutement. C'est une technique de sécurité aussi, une technique d'entraînement qui donne confiance aux acteurs qui sont en place. Et ensuite, lorsqu'on a validé vraiment l'ensemble du concept, là, on peut sortir la grosse machine de guerre, de recrutement et ouvrir... Effectivement, je souscris complètement à ce que dit Michel, avec un bémol aussi, mais qui va dans son sens. N'oubliez pas que quand vous recrutez des franchisés, ce sont autant de services initiaux obligatoires que vous devez apporter dans les termes du contrat. Ça veut dire qu'en face, vous devez avoir l'animateur, en général c'est 1 pour 20 à 25, vous devez avoir les services supports qui sont là, qui sont prêts à être proposé, délivré. Si vous recrutez à toute berzingue, c'est une expression, et que vous avez encaissé plein de droits d'entrée, vous avez l'illusion d'être riche en un coup, et vous pensez qu'en fait, vous vous transformez en encaisseur de droits d'entrée, et finalement, si vous n'avez pas le niveau de service attendu, vous courez droit à la catastrophe. Il y a un problème d'image et un risque de bad buzz, donc il faut faire extrêmement attention à ça. Donc il ne faut pas courir plusieurs lièvres, partir sur 4-5 premiers franchisés la première année, consolider son concept, alors qu'il est un peu plastique, et ensuite, effectivement, structurer progressivement en externalisation, puis ensuite en recrutement, en staff en ETP, les personnes qui vont produire les services annoncés dans le contrat. Mais la question aussi, c'était pour un affilié, ce processus d'interview, de recrutement, de casting. Il n'y a pas de cas d'école, mais ça dépend du secteur, ça dépend du niveau de concurrence, de plein de paramètres, du nombre de candidats disponibles également. Mais on peut imaginer que si le process est bien cadré depuis la première prise de contact avec formulaire du site, visite sur salon, visite sur, on va dire, sur unité pilote, entretien avec la tête de réseau, la durée légale du DIP avant signature du contrat, on peut imaginer que 2 mois, un process peut se faire. En dessous, il faut faire attention, il ne faut pas non plus se précipiter, c'est pas une course de vitesse. Oui, là on est dans des périodes, chacun avance à sa vitesse. Certains vous déclarent en disant je suis pressé, pressé, et 4 ans après, ils sont toujours pressés, ils n'ont toujours rien fait. Voilà. Il faut faire attention à un fameux syndrome quand on accompagne la phase de négociation, on s'installe, enfin les candidats souvent s'installent dans le fameux syndrome de l'analyse qui paralyse, parce que c'est une valse continuelle de questions, et quand on a fini des questions, on donne naissance à d'autres questions, et on n'en finit plus. On ne sort jamais de sa chambre. Alors que d'autres qui savent ce qu'ils veulent, eh bien,
valident l'intérêt du concept, savent où ils veulent faire, s'inscrivent dans un horizon qu'ils ont bien défini avant, laissent passer, ça c'est une formalité, le délai du DIP, et passent à la signature du contrat. Oui. Une fois quand le contrat est signé, selon les différents concepts, eh bien là, il faut quand même entre 6 mois et 1 an, selon les concepts, à ouvrir carrément l'unité. Oui, complètement. Et puis ça va dépendre aussi, c'est un peu comme un processus de recrutement, quand un consultant en recrutement imprime le rythme à ses candidats et ses clients. C'est la même chose, je pense que le franchiseur est à même d'imprimer son propre rythme et à driver son candidat pour faire tenir effectivement dans la bonne timeline le process, pour réduire le délai de concrétisation sans faire du hard selling encore une fois. Nicolas Coutel, en conclusion, peut-être résumer les 4 points importants à ne pas oublier sur le site de recrutement. En synthèse, effectivement, merci Pierre de cette session. Donc n'oubliez pas Graines de Réseau qui est en charge de concevoir, de planifier votre stratégie de recrutement, de bien comprendre d'une part l'arrière-plan, le contexte dans lequel va prendre place votre stratégie de recrutement. Le recrutement est un outil au service de votre réussite. Donc sachez l'insérer dans quelque chose de plus large, votre stratégie globale, première chose, et la compréhension de votre marché. Deuxièmement, un soin très important, encore une fois, à la nature de vos messages. Écrivez des messages percutants, différenciants et surtout cohérents en fonction des supports. Gardez la même cohérence, le même ton. N'ayez pas de différence d'information et choisissez des canaux qui s'inscrivent, comme on disait tout à l'heure, dans une certaine omnicanalité pour toucher au maximum les profils qui vous intéressent. Troisième point, soyez bien au clair, ça c'est le cœur du sujet, sur les informations que vous devez délivrer à vos candidats, bien évidemment, comme celles d'ailleurs à valider de leur propre part et, comme on vient de le dire, dans le bon timing. Et enfin, d'enclencher une sorte de cercle vertueux, alors on va appeler maturation, différenciation, attractivité, mais en gros, d'oser assumer cette sorte de double validation entre ce qu'un consultant spécialisé va pouvoir vous apporter en termes de qualification de profil et vous-même, l'imprimatur que vous allez donner sur la shortlist des candidats. Ce sont vos premiers ambassadeurs, ne l'oubliez jamais. Vous ne faites pas que recruter des gens, vous faites venir à vous vos ambassadeurs. Donc ne vous trompez pas. Voilà, alors ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez revoir ce webinaire pendant une semaine. Donc il sera en ligne sur le site de Webikeo, quand il sera diffusé en version comprimée, que si vous avez besoin de documents, vous pouvez vous adresser sur le site de Mazars à vous, Nicolas Coutel, pour avoir des compléments et que vous êtes prêt évidemment à répondre à toutes les questions à des candidats au développement d'un réseau et bien sûr, ont envie de se développer. Et puis, évidemment, ils peuvent consulter aussi Michel Kahn et le cabinet de Michel Kahn pour être accompagnés. J'ajoute juste que par rapport à ça, tous les porteurs de projets peuvent me contacter pour un diagnostic flash gratuit qui sera réalisé par Michel Kahn et moi-même à cette occasion. Donc n'hésitez surtout pas, on est à votre disposition pour creuser votre projet plus avant. Voilà, ça sera la première étape de votre développement. Voilà, le flash diag. Ce flash diag. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver donc le prochain rendez-vous de ce cycle de conférences à destination des créateurs des entreprises, des enseignes qui souhaitent se développer par le réseau, mardi 22 septembre à 10h, toujours sur Webikeo. Alors là, Nicolas Coutel, un mot peut-être sur cette prochaine session. Oui, ce pilier fondamental, c'est une réédition d'une première session que nous avions faite. Effectivement, c'est souvent une des causes d'échec dans les réseaux de sous-estimer la partie animation management, puisqu'on est dans un rapport non hiérarchique. Donc on pense finalement qu'une fois le contrat signé avec un minimum de services initiaux, le franchisé va vivre sa vie tranquillement et payer ses redevances. Pas du tout, c'est là où, entre guillemets, les risques commencent vraiment, et c'est là où le franchiseur doit mettre en place la bonne mécanique avec les bonnes instances de consultation et les bons réglages, comme dirait Michel, pour faire en sorte que, effectivement, les services soient bien délivrés et que la performance puisse être suivie par les animateurs de manière appropriée. Voilà, merci Michel Kahn, merci Pierre aussi pour cette prochaine conférence, et puis jusqu'à la fin de l'année, donc, d'autres informations pour vous accompagner dans le développement de votre réseau. Merci.